La France et les États-Unis auraient-ils cessé d'avoir la même vision coloniale et d'occupation sur le territoire africain? C'est en tout cas une question qui mérite d'être posée au regard, à l'aune des attitudes aujourd'hui des États-Unis sur le territoire africain, notamment dans le Sahel. Au Mali et puis au Niger, les États-Unis s'inscrivent comme des sauveurs, mais aussi comme des personnes ou encore des partenariats avec la main tendue. Tendue vers qui? Tendue vers le Mali, le Niger, pour apporter une relation aujourd'hui sous une forme New Look. On a l'impression. Que se passe-t-il au sein des États-Unis? Que se passe-t-il également entre la France et les États-Unis? Pourrait-on parler des États-Unis qui négocient pour une nouvelle relation et négocient également pour le retrait ou alors l'oubli total de la France, pour le favoritisme de Washington? En tout cas, des questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission Regard panafricain. Nous rappelons que le prétexte est bien sûr la descente de cette délégation américaine sur le territoire nigérien et les propositions d'aide au Mali. On en parle avec notre invité André-Christelle Fanga qui est dans ce studio avec nous. Il est directeur de publication et analyste. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute la galaxie panafricaine, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à Regard panafricain et qui nous écoutent, bien sûr. On a failli oublier, en fait, For You Media, c'est toutes les plateformes, YouTube, Facebook, et j'en passe. C'est toujours un plaisir d'être dans vos studios pour discuter des questions extrêmement importantes de notre continent et pour l'Afrique, pour le monde, le reste du monde. Permettez-moi de saluer à l'accoutumée, n'est-ce pas, le premier secrétaire du PURS, M. Serge Espoir Matomba, et président directeur général du groupe For You Media Africa. Nous sommes très ravis de voir ce dynamique jeune, n'est-ce pas, conduire avec brio son parti politique sur le terrain, avec des actions de terrain, et aussi, n'est-ce pas, dans l'entrepreneuriat, dans les investissements en Afrique. Donc, nous ne pouvons que le souhaiter beaucoup de courage, n'est-ce pas, qu'il continue dans cette lancée-là, et peut-être que nous réserve demain, on ne sait pas, et peut-être le prochain président de la République, comme lui-même aime bien le dire. Peut-être bien, effectivement. Merci André-Christelle Fanga pour ce clin d'œil au premier secrétaire du PURS. Merci d'être avec nous également dans cette émission. On démarre juste après cette transition. Eh bien, vous nous écoutez sur la 96.3 FM, nous regardez sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, et à travers, bien sûr, vos petits écrans. Nous parlons de l'actualité entre le Mali, le Niger et les États-Unis. André-Christelle Fanga, on se souvient de ce départ demandé des États-Unis du Niger. On se souvient également de ces différents accords rompus avec plusieurs pays comme la France venant du Sahel, par exemple, mais aujourd'hui, les États-Unis semblent vouloir cimenter leur place, comme on dit au Cameroun, par exemple. Ceci grâce à des propositions et des visites qui ne sont peut-être pas secrètes, mais qui donnent à s'interroger. Une délégation a été reçue au Niger dans le cadre de plusieurs accords. Il faut rappeler aussi que c'était une délégation composée de plusieurs diplomates américains. On parle d'une diplomatie américaine discrète mais suffisamment active. André-Christelle Fanga, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui l'attitude des États-Unis envers que ce soit le Mali ou le Niger, mais prenons déjà le cas précis du Niger? Madame, il faut comprendre une chose qui est simple, n'est-ce pas? C'est que le vrai patron, n'est-ce pas, de du capitalisme, de l'hégémonisme, de
vous nous appelez souvent quoi même, de ces gens qui dirigent le monde aujourd'hui, qui dirigeaient le monde hier, parce que c'est ce système-là, le système capitaliste qui dirigeait le monde hier, aujourd'hui, n'est-ce pas, était celui qui était, n'est-ce pas, en Afrique, réellement. La France n'était que le coursier. En fait, les autres États travaillaient, n'est-ce pas, pour implémenter, n'est-ce, l'hégémonie américaine sur les territoires africains. Parce que lors de la conférence de Berlin de 1884, quand ils se sont partagés le monde, ils se sont assis, chacun s'est donné une mission de conquérir un bout de la terre. Et ce bout de la terre, n'est-ce pas, chacun, la France par exemple, s'est dit, ok, moi je suis avec la Belgique, n'est-ce pas, se sont dit, ok, l'espace francophone, moi je le maîtrise mieux. Donc, je peux mieux m'en sortir en contrôlant ce bout de terre et en rendant compte, n'est-ce pas, aux hommes, au conseil d'administration, n'est-ce pas, de la conférence de Berlin. Et ça, c'est ce que la France a toujours joué, a été assigné comme rôle de ce coursier-là, de venir, n'est-ce pas, au devant de la scène, travailler pour le compte, n'est-ce pas, des membres du conseil d'administration de la conférence de Berlin. Donc, quand ils ont travaillé comme ça jusqu'à un certain niveau, la France s'est retrouvée qu'elle-même, elle s'est enrichie et le sentiment anti-français ou bien le sentiment système français s'est établi, n'est-ce pas, au niveau des États africains, surtout en Afrique francophone et plus amplifié maintenant en Afrique de l'Ouest. Donc, cette amplification a amené, n'est-ce pas, les peuples à prendre conscience qu'ils ont un destin commun et qu'il faut véritablement prendre leur destin en main et mettre hors d'état de nuire cette France qui était corrosif et abrasif, n'est-ce pas, qui maintenait, n'est-ce pas, ces territoires sur une coupe réglée, c'est-à-dire sur une pression extrêmement énorme, qui ne leur permettait pas d'avoir vous connaissez les problèmes de la monnaie, c'est-à-dire le problème du franc CFA. Vous connaissez les problèmes des élections, de soi-disant de démocratie, où les élections ne sont pas véritablement libres et transparentes. Donc, vous avez tous ces différents, n'est-ce pas, qui opposaient les peuples avec la France et dont le peuple a pris, surtout en Afrique de l'Ouest et dans les États de l'AES, c'est-à-dire ceux qui forment la confédération de l'AES, ont pris leur destin en main en disant « Nous ne voulons plus de cette France-là sur notre territoire ». Et donc, quand ils sortent, on bouscule la France d'abord par leur opération Barkhane, opération Serval, au Niger et un peu de partout. Et la plupart des bases militaires qui étaient installées au Mali, n'est-ce pas, c'est-à-dire la base de Tessalit, la base de Gao et tout le reste. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement eu un coup de fouet, n'est-ce pas, dans le derrière de la France. Et donc, elle a plié ses bagages, elle est partie. Et maintenant, les États-Unis qui se sentent en difficulté. Ils se sentent en difficulté, pourquoi? Parce que dans la bataille, n'est-ce pas, géopolitique du contrôle, n'est-ce pas, des bouts de terre aujourd'hui dans le monde, il y a maintenant du répondant de l'autre côté. C'est-à-dire le bloc, n'est-ce pas, néolibéral, capitaliste dirigé par les États-Unis, trouve maintenant un autre bloc, n'est-ce pas, qui, justement, est en train de travailler d'arrache-pied de manière communautariste ou communautaire ou bien de manière sociale, plus sociale, n'est-ce pas, c'est-à-dire le bloc des BRICS. Et qui, aujourd'hui, ces deux, n'est-ce pas, influences commencent à s'entrechoquer, commencent à se bousculer et les États-Unis trouvent que s'ils perdent le territoire sahélien, alors ils ont perdu quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais vous rappeler que les États-Unis avaient l'une des bases les plus importantes de drones en Afrique et dans le monde. C'était la plus grande base d'abord des drones en Afrique, c'est-à-dire la base d'Agadez, qui était l'une des bases extrêmement importantes en matière de drones. Et vous savez que dans l'armement aujourd'hui, dans l'industrie, n'est-ce pas, de guerre, quand les drones sont d'une importance, parce qu'il y a des drones fantômes, il y a les drones qui ne font que des vidéos, ou bien qui filment et qui tracent, n'est-ce pas, mais il y a des drones, n'est-ce pas, qui sont des instruments de guerre qui peuvent vous frapper à tout moment, n'est-ce pas, et ces drones-là étaient justement assemblés, montés au Niger pour justement contrôler toute cette zone-là aujourd'hui. Et donc, les États-Unis se retrouvent en difficulté quand le Niger demande que cette base-là puisse être démantelée. En dehors de la base d'Agadez, il y avait une autre base américaine au niveau de Niamey. Donc, vous voyez que en dehors de la base de Niamey, il y avait encore, n'est-ce pas, de l'autre côté, les autres, c'était presque des conglomérats d'armées qui étaient installés dans le Sahel. C'est-à-dire, vous avez le Danemark, vous avez des pays comme ça qui étaient installés, l'Allemagne
l'Allemagne aussi qui contrôlait, n'est-ce pas, l'aéroport de Niamey et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y avait plein de bases militaires, n'est-ce pas, des blocs otaniens qui, justement, opéraient au niveau du Niger. Aujourd'hui que l'influence de l'autre bloc, c'est-à-dire le bloc, n'est-ce pas, BRICS, est en train de prendre le dessus dans le Sahel, alors les Américains se retrouvent dans l'obligation maintenant, au lieu d'utiliser par exemple la force, comme ils avaient l'habitude hier, parce que vous savez que, par exemple, chez Bachar al-Assad, là-bas en Syrie, ils ont utilisé la force pour essayer, n'est-ce pas, de forcer en Afghanistan. Ils ont utilisé la force en Irak, ils ont utilisé la force. En fait, dans certains pays du Moyen-Orient, ils ont utilisé la force, ils ont bombardé. Jusqu'à présent, on cherche Colin Powell avait dit que l'Iran avait quoi là? L'Irak, pardon. Les armes chimiques, n'est-ce pas? C'était des armes chimiques. Jusqu'à présent, il est parti au Conseil de sécurité avec un petit bol comme ça, comme si ça pouvait contenir, n'est-ce pas, la preuve d'une arme chimique. Et finalement, lui-même, vers la fin, a dit vraiment, il s'était lourdement trompé. Donc, vous voyez que les États-Unis ont utilisé des stratagèmes comme cela pour bombarder, n'est-ce pas, certains pays, pour avoir la même mise sur leur pétrole et sur leurs ressources, en fait, sur leur gouvernance. Et aujourd'hui, qui se rendent compte qu'il y a maintenant un parapluie sécuritaire sur certains pays africains, qui est ce parapluie sécuritaire, la Russie, qui est le premier pays producteur, premier pays mondial, n'est-ce pas, en matière d'armement, en matière militaire aujourd'hui. C'est la première puissance militaire au monde actuellement, la Russie, la Fédération de Russie. Il faut l'appeler ainsi, la Fédération de Russie, parce que c'est une fédération. C'est un conglomérat d'États qui ont décidé de se mettre ensemble. C'est pour ça que, juste une légère digression, n'est-ce pas, pour dire, n'est-ce pas, aux États du Sahel, n'est-ce pas, que vous avez vu la Russie, quand la Russie s'est sentie, l'ancienne URSS, n'est-ce pas, s'est effondrée, n'est-ce pas, l'Union soviétique s'est effondrée, ils ont tout fait pour reconstituer, n'est-ce pas, cette ancienne puissance, n'est-ce pas, communautaire, fédérale, c'est-à-dire les pays qui composaient l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Fédération de Russie a tout fait pour essayer, n'est-ce pas, de reconstituer certains États pour que ça devienne une fédération. Donc, un rappel juste que allez très vite pour que vous puissiez gagner en puissance, en autonomie et en ressources, n'est-ce pas, et en capacité de réaction face aux ennemis. Je parle là aux États de l'AES. Donc, la confédération, c'est déjà une bonne chose, mais aller plus vite parce que une fédération, ça permet encore d'avoir un gouvernement unique, n'est-ce pas, vous partagez... Est-ce que vous pensez que les pays de l'AES sont déjà prêts pour cette fédération? Je pense que les pays sont prêts. Oui. Les pays sont prêts. Il manque juste un léger déclic, n'est-ce pas, qui va amener, n'est-ce pas, le peuple et les différents dirigeants, n'est-ce pas, à se mettre ensemble pour justement créer cette fédération-là. Et je pense que si d'ici peu, les choses vont se faire. Et d'ailleurs, j'ai suivi le Premier ministre du Burkina Faso qui a longuement épilogué là-dessus, n'est-ce pas, qui a commencé à dire que les États se sont rendus compte aujourd'hui, ce n'est plus seulement une affaire de militaire, mais c'est une affaire du peuple. Parce que l'une des choses qu'il faut dire et qu'il faut toujours leur rappeler, c'est que c'est la victoire du peuple sur les forces du mal et non la victoire militaire, parce que la plupart des révolutions, que ça soit au Mali, que ça soit au Niger, que ça soit au Burkina Faso, c'est la révolution du peuple et non la révolution militaire. C'est les peuples qui ont mis la pression sur des dirigeants corrompus, sur les dirigeants qui ne voulaient pas obéir à la volonté, au vrai principe de la démocratie, n'est-ce pas, qui est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple, selon, n'est-ce pas, Abraham Lincoln et tout le reste là, ces grands dirigeants, soi-disant des États-Unis, ces grands dirigeants beaucoup ont pris comme des modèles alors que c'était des sanguinaires de première catégorie. Donc nous disons simplement que, vous savez que moi je ne crois pas à la démocratie, parce que la démocratie n'est pas un principe qui peut régir le monde, qui peut rendre le monde juste et équilibré. Je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre en a parlé, n'est-ce pas, du Burkina Faso en a parlé, pour dire qu'ils sont justement dans cette logique-là de créer, n'est-ce pas, la fédération d'ici peu, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Mais ce qui est sûr, le conseil que moi je peux donner s'ils nous écoutent, n'est-ce pas, bien sûr, sachant qu'ils nous écoutent, alors allez
aller plus vite. Parce que si la Russie, qui est une fédération aujourd'hui, parce que plusieurs États se sont alliés, n'est-ce pas, se sont mis ensemble aujourd'hui, vous voyez que même la Crimée, c'est encore la Crimée qui était déjà une partie, s'est remis, n'est-ce pas, dans le giron russe. Vous voyez que tout cela, ça permet davantage de grandir, de faire grandir, n'est-ce pas, l'État et de rendre cette fédération plus forte. Aujourd'hui, cette confédération continue son bonhomme de chemin, mais elle doit produire des résultats. Donc, vous comprenez que les États-Unis aujourd'hui, qui se retrouvent, n'est-ce pas, en difficulté, ils savent qu'il faut tout faire pour conquérir, n'est-ce pas, aujourd'hui, le Sahel. Et non plus par la force, mais par la négociation. Parce que les États de l'AES ont prouvé qu'ils sont extrêmement intransigeants. Il n'y a pas de chemin de retour. Il n'y a que l'avant. C'est avancer pour justement obtenir véritablement cette souveraineté que nous avons besoin chez nous en Afrique. Donc, ce n'est que normal que les États-Unis se battent aujourd'hui pour essayer, n'est-ce pas, de reconquérir le territoire sahélien, sachant que leur élève, n'est-ce pas, ou bien leur coursier, qui est la France, a lamentablement échoué dans le Sahel. Et donc, eux-mêmes, ils peuvent prendre le bâton de pèlerin pour revenir reconquérir cet espace perdu. Merci André Christelle Fanga. On rappelle, voilà, en passant que la démarche des États-Unis n'est pas très surprenante car depuis le renversement de Mohamed Bazoum, on avait constaté des inimitiés entre la France et le Niger, mais avec les États-Unis, on avait l'impression qu'il s'agissait de tempérer un tout petit peu, d'être de temps en temps neutre, mais de ne pas forcément frapper la main sur la table ou aller dans une diplomatie agressive. Cette diplomatie tempérée des États-Unis se poursuit car sur le territoire nigérien, des membres influents des comités de services armés et du renseignement ont été reçus pour des discussions approfondies avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et bien sûr de la Sécurité publique du Niger. Une attitude quand même qui donne à s'interroger au lendemain de la demande du retrait des militaires américains, par exemple, sur le territoire nigérien. Alors, est-ce qu'il faut absolument voir en cela une diplomatie tempérée ou une tentative effectivement aussi de s'ingérer un tout petit peu ou alors de s'immiscer, c'est mieux de le dire ainsi, dans les questions sécuritaires du Niger? Madame, avant que la diplomatie tempérée n'arrive, oui, n'est-ce pas, des États-Unis, les États-Unis ont essayé un coup de force. Je voudrais vous rappeler que les attaques qu'il y a eu au Mali ne sont pas les affaires des mercenaires ukrainiens. Vous parlez des attaques récentes dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, ce n'étaient pas des soldats mercenaires ukrainiens. Parce que l'Ukraine lui-même n'a plus assez d'hommes sur son propre territoire pour défendre l'Ukraine. Ce n'est pas au Mali, au Sahel, qui viendront se mettre en exergue, n'est-ce pas, ou bien au travail, pour quel but? Alors que leur propre territoire les dépasse déjà eux-mêmes à sécuriser, avec tous ces frappes, n'est-ce pas, russes. Donc, la plupart de ceux qui ont fait le travail de mercenaires au niveau du Sahel, oui, c'est des mercenaires français et américains. Parce que je voudrais vous rappeler que si vous pensez que militaires américains ou français, c'est que des blancs, vous vous trompez largement. Oui. Vous connaissez où je veux en venir maintenant. Allez-y, il y a un légionnaire français qui est président d'une république, qui a même fait un coup d'État. On ne sait dans quelle position il se trouve maintenant. Je parle de Mamadi Doumbouya, l'ancien sergent-chef, qui était dans l'armée française, qui était un légionnaire français. Donc, vous avez des Mamadi Doumbouya, comme ça, nombreux en Afrique, de ces légionnaires, n'est-ce pas, qui sont renvoyés dans nos armées et qui travaillent, n'est-ce pas, vous croyez qu'ils travaillent pour votre pays alors qu'en réalité, ils sont des agents, n'est-ce pas, de l'Occident. Et donc, quand vous avez des éléments comme ça là, vous ne soyez pas surpris que les États-Unis, n'est-ce pas, actionnent un levier et il y a une attaque. Il y a déstabilisation. D'ailleurs, à une certaine époque, dans les années 1960 jusqu'à 1980, jusqu'à peut-être même dans les dates récentes jusqu'en 2011, nous avons vu comment la France, n'est-ce pas, et les États-Unis
ont traité les chefs d'État qui étaient rebelles, qui étaient révolutionnaires, qui voulaient le bien de leur peuple. On organisait des coups d'État en pleine journée. On a vu comment on a transporté David Dacko, n'est-ce pas, en RCA, dans un char pour aller l'installer à Bangui. On a vu comment on a transporté des rebelles du nord de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, par les chars onusiens, par les chars français, et les hélicoptères français déposaient, n'est-ce pas, des snipers, les parachutés en plein Abidjan. On a vu ce scénario-là où l'armée française, n'est-ce pas, a bombardé un palais présidentiel, la résidence d'un président de la République. Je parle là de la résidence du président Laurent Koudou-Gbagbo. Vous voyez les méthodes barbares, n'est-ce pas, de ces gens qui disent qu'ils ont apporté la civilisation en Afrique. Où vous allez dans un palais présidentiel, vous bombardez, vous arrêtez le chef de l'État, vous arrêtez une première dame, vous la faites balader dans une cour presque nue. C'est une aberration dans le monde. Et donc ces méthodes barbares-là, on ne les voit plus aujourd'hui parce que les Africains aussi ont un peu élevé le niveau. Le niveau, n'est-ce pas, de la résistance. C'est-à-dire, le peuple qui est le vrai détenteur du pouvoir en Afrique a commencé à protéger son pouvoir. C'est-à-dire, dans certains cas, le peuple prend position. Et d'ailleurs, nous saluons les VDP au Burkina Faso qui veillent au quotidien, jour et nuit, n'est-ce pas, dans les rues pour protéger, n'est-ce pas, les autorités burkinabées. Et donc, à la moindre annonce seulement, ils ont déjà envahi toutes les rues. Donc, vous voyez que cet éveil-là, aujourd'hui, fait que la méthode de la brutalité ne passe plus. Les terroristes djihadistes que nous avons dans nos territoires ne sont pas l'émanation des volontés, n'est-ce pas, de nos pays. Non, c'est des fabrications occidentales. Je parle bien du djihadisme, oui. Je parle bien, n'est-ce pas, du terrorisme. Je voudrais vous rappeler le slogan, par exemple, de Boko Haram. Boko Haram dit que l'école est un péché. Mais est-ce que vous avez déjà vu Boko Haram s'attaquer à une école? Boko Haram a sévi au Nigeria, continue à sévir, a sévi au Cameroun, a sévi au Niger, a sévi au Tchad. Au Nigeria, il y a plusieurs enlèvements dans les écoles, par contre. Bon, ça c'était, ils cherchaient les filles. Et la plupart, il paraît que la plupart de ces filles, ils les ont enceintés. Ce qui n'est pas faux. Donc, vous voyez que ce n'était pas l'objectif d'une bande de terroristes, de délinquants, assassins comme Boko Haram, qui nous faisait croire que l'école du blanc, n'est-ce pas, c'est un péché, ne s'attaquait jamais aux blancs, ne s'attaquait jamais aux écoles des blancs, ne s'attaquait jamais aux soldats des blancs, mais s'attaquait plutôt aux différents peuples villageois, qui sont même des peuples frères. Parce que si vous regardez, je vous fais la carte du lac Tchad, Niger, Tchad, Nigeria, Cameroun, Nord. Parce qu'on parle là du nord du Cameroun et du nord du Nigeria. Donc, tout cela, c'est des peuples musulmans. La plupart, c'est des peuples musulmans. Donc, Boko Haram, qui est principalement, n'est-ce pas, la plupart des combattants de Boko Haram sont la plupart des musulmans. Et vous vous attaquez encore aux musulmans. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose, il y a une manipulation quelque part? Et je pense que même les djihadistes terroristes qui sont un peu de partout, que ce soit au Sahel, un peu de partout, la plupart sont des manipulations, sont des fabrications des États-Unis et de la France. Je vous prends encore le cas le plus aberrant. Est-ce que vous savez que les vidéos qu'on a présentées à la face du monde, que Kadhafi massacrait les peuples en Libye, étaient tournées dans une salle de cinéma? C'est un film, on a monté un petit scénario dans un film à Dubaï. Et c'est ça qu'on est venu présenter, n'est-ce pas, à la face du monde, que non, Kadhafi massacre les peuples de Benghazi. Et c'est ça qui amène à prendre la résolution de l'OTAN. Et l'OTAN vient bombarder un pays qui était stable, qui était plus puissant que le Portugal, qui était plus puissant que la Grèce, qui était plus puissant que au moins plusieurs pays de l'Europe. Donc, où son PIB rivalisait déjà avec les puissances mondiales. Mais on a laminé ce pays-là. Donc, vous voyez que la logique, n'est-ce pas, et tous ces événements que je cite là, c'est les événements n'est-ce pas, 2009, 2010, 2011, n'est-ce pas, 2012. Donc, récent. Ayant compris, et c'est là où, parce qu'il faut aussi souvent un peu faire de pédagogie. Et c'est là où le combat panafricain
Parce qu'après l'arrestation du président Laurent Koudou-Barbeau, Oui. et Madame Simone Iveillé-Barbeau, bon, ils ont déjà divorcé, donc c'est maintenant Madame Simone Iveillé-Barbeau. Barbeau n'est plus dans son nom. Bon. Elle continue de l'utiliser, Bon, en tout cas. tant mieux. Mais elle a été arrêtée, ils ont été brutalisés, et c'est là où les peuples africains voient en mondiovision comment on traite un président de la République, on traite une première dame, alors, plus grave encore, Muammar Kadhafi qui a été vachement assassiné comme une chèvre, n'est-ce pas, par les balles de l'OTAN et qui ont été arrêtés et traînés dans la boue, sachant que c'était un guide de la révolution. C'est ces événements-là qui révolutionnent la pensée et que la plupart des panafricanistes, n'est-ce pas, montent dans des plateaux de télévision et commencent à dénoncer cette situation, n'est-ce pas, macabre. C'est comme ça que le réveil panafricain, n'est-ce pas, se met encore à l'ordre du jour. Donc, le combat commence de 2010-2011. Le nouveau réveil panafricain commence dans ces années-là jusqu'à aujourd'hui où la plupart des médias panafricains se sont multipliés et dont vous avez pris avec brio le relais. C'est ici l'occasion aussi de vous féliciter pour ce travail, n'est-ce pas, en moins de combien d'années En moins de 4 ans. Vous êtes... non, c'est beaucoup. 2 ans. C'est pour ça que j'ai dit en moins de 4 ans. Non, c'est 2 ans. Il faut être précis. En 2 ans, vous avez pris le relais et vous êtes monté. Et aujourd'hui, For You Africa, n'est-ce pas, est parmi, n'est-ce pas, pour être un peu modeste, parmi les premiers, pour ne pas dire, je ne continue pas dans ce sens. Pour dire que les médias ont joué un rôle extrêmement important, n'est-ce pas? Et pour justement amplifier ce combat panafricain aujourd'hui et qui produit actuellement, n'est-ce pas, l'éveil de conscience produit des résultats maintenant au niveau du Sahel et qui révolutionne ces peuples et comprennent que non, nous sommes bernés. Et donc, ces peuples-là sont devenus maintenant les boucliers, n'est-ce pas, des dirigeants révolutionnaires qui arrivent au pouvoir. Donc, les États-Unis, aujourd'hui, ne peuvent plus utiliser, n'est-ce pas, la méthode irakienne, la méthode de l'Afghanistan, la méthode syrienne, n'est-ce pas, c'est-à-dire aller avec des soldats, bombarder et vous installer le dirigeant que vous voulez. Aujourd'hui, c'est aller utiliser les méthodes douces, malgré qu'il y a toujours, il faut toujours être craintif. Parce que même quand ils viennent par la porte, ils ont déjà envoyé les gens contourner la maison. Et justement, j'allais vous relancer, André Christelle Fanga, je vous entends, mais vous relancer sur si aujourd'hui les États-Unis veulent absolument coopérer avec les pays du Sahel comme le Niger par exemple, redéfinir les cadres de coopération bilatérale qu'ils partagent ensemble. Est-ce que le Niger forcément est en droit ou alors en position d'accepter ces conditions, en position de discuter avec les États-Unis? On rappelle quand même que cela ne fait pas 2 mois, cela ne fait pas 3 mois que les États-Unis étaient sommés de s'en aller du territoire nigérien. Vous avez fait tout à l'heure une toute petite virgule, une toute petite liaison avec la situation dans le nord du Mali. Alors, qui de l'attitude du Niger aujourd'hui? Mais madame, je pense que les évolutions du monde, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est... Parfois, on évolue en vase clos. Parfois, on évolue, n'est-ce pas, on ouvre la politique d'ouverture. C'est-à-dire, on fait avec tout le monde. Tous ceux qui veulent travailler avec vous. Mais pour que vous arriviez à cette politique d'ouverture, il faut d'abord avoir des bases solides. Parce que si vous n'avez pas des bases solides, alors on fait le système crabe ou bien le système tortue. Système tortue, vous savez, le système tortue, lui, c'est qu'il joue aux morts. Il entre dans sa carapace, vous frappez, peu importe le temps que vous allez frapper, il ne sort pas. Mais si vous essayez seulement d'envoyer votre doigt ou bien quelque chose, n'est-ce pas, entre les deux carapaces, alors il vous bloque. Et c'est fini. Vous pouvez passer toute une journée à gripper, n'est-ce pas, par là. Pour simplement dire que, même chose pour le système crabe, il vous amène, n'est-ce pas, après, il vous pince avec ses 2 pinces
Vous voyez un peu. Oui. Et donc, pour que vous ayez arrivé, et c'est ça le système états-unien et France et tout le reste là, venir en douceur, mais vous pénétrez et finalement vous coincez. C'est ça leur système. Donc, pour que vous vous en sortez dans cette politique d'ouverture, n'est-ce pas, de faire avec tout le monde, il faut avoir des bases solides. Et vous pensez que le Mali et le Niger aujourd'hui ont des bases solides? Pas encore. Pas encore. Le rapport de force s'est peut-être inversé, mais il n'est pas encore solide. Il n'est pas encore solide. Il y a déjà le renversement des rapports de force, mais je pense qu'aujourd'hui, les États du Sahel ne sont pas encore assez forts pour justement, n'est-ce pas, faire la politique d'ouverture. Il faut, et je pense que c'est très normal de travailler, n'est-ce pas, avec un partenaire qui est la Fédération de Russie aujourd'hui, qui travaille d'arrache-pied pour les problèmes sécuritaires et tout le reste. Et je pense que c'est l'enjeu majeur. Parce que sans sécurité, vous ne pouvez rien faire. Nous le savons tous. Vous savez, quand vous avez un peu d'argent, première des choses, c'est quoi? C'est de vous sécuriser. Quand vous construisez une maison, vous mettez une barrière. Vous mettez les grilles. Tout ça, c'est la sécurité. Hein? Effectivement. Parce que les gens ne comprennent pas que la sécurité est au centre de tout. D'autres achètent des chiens. D'autres achètent des gardiens. Même des agents de police ou bien militaires et tout. Selon les moyens, selon la bourse, n'est-ce pas, de la richesse. Les caméras de sécurité et tout ça. Tout ça pour votre sécurité. Parce que vous êtes riche. Et c'est l'une des choses que je n'ai jamais compris en Afrique. Comment des États aussi riches... Bon, ok, vous savez qu'on nous a aussi un peu lavé le cerveau en nous faisant croire que vous êtes pays pauvre et très endetté. Et ce lavage de cerveau nous a amené, n'est-ce pas, à nous apitoyer sur notre sort, à marcher avec le complexe du colonisé, à marcher avec le complexe, n'est-ce pas, de la pauvreté. Et quand tu réussis un peu, n'est-ce pas, à sortir un peu de ce carcan-là, tout ce que tu essayes de singer même l'américain, tu singes un peu le français, et dire, oh ben, j'ai mangé comme un petit blanc aujourd'hui. Vous avez souvent ce genre d'expression, non? Peut-être à côté. Oui, ben, bien sûr. Mon lait sort de France. Mes lunettes, c'est Dior. Mais ceci, c'est tel, c'est Prada. Vous voyez un peu, le complexe du colonisé est toujours là présent. Même quand on s'en sort un peu. Mais on ne sort pas véritablement, on ne crée pas une révolution psychologique, mentale, n'est-ce pas, pour se construire un mental de fer pour dire que... Mais écoutez, en matière de tourisme, mon pays de rêve, ce n'est ni les États-Unis, ni la France, ni les machins et tout. D'ailleurs, j'ai toujours dit que si je rêve seulement que je suis en train d'aller en France, s'il vous plaît, appelez le pasteur pour qu'il vienne me délivrer parce que c'est un cauchemar. Pour moi, aller en France, c'est une aberration. Mon pays de rêve, par exemple, aussi de tourisme, c'est la RDC. Et ça, on l'avait compris. Voilà. Donc, vous comprenez que quand je dis toutes ces choses-là, c'est pour que nos auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, qui nous voient, comprennent que la révolution, c'est dans tous les sens. Et donc, s'il faut créer cette révolution-là, il faut que nous travaillions d'arrache-pied. C'est pour ça que je suis encore en train de dire que les États du Sahel ne sont pas encore assez forts. Ils ont déjà fait un pas, n'est-ce pas? Il reste encore d'autres pas. Et je pense que il faut qu'on fasse des grands pas. Parce qu'on a déjà fait des petits pas. Il faut des grands pas. Et l'un des grands pas à faire, par exemple, parce que ne soyons pas seulement ceux qui bavardons, faisons aussi des propositions. C'est sortir du franc CFA, par exemple. C'est un très grand pas. Parce que le système monétaire, si vous n'avez pas votre système monétaire à vous, vous êtes prisonnier à vie. Vous allez vendre vos matières premières, vous allez vendre votre or, vous allez vendre ceci en franc CFA. Et le compte d'opération qui est logé en France va davantage retenir ces 50%. D'ailleurs, même ils étaient même déjà jusqu'à 70%, donc on vous redonnait 30%. Et sous le prétexte, n'est-ce pas, de l'aide au développement, les prêts et tout ça, on prenait encore, n'est-ce pas, cet argent qui est dans votre compte d'opération, qui a déjà d'abord servi pour développer la France, pour faire tourner l'économie française, pour faire tourner la planche à billets française, n'est-ce pas, parce que la Banque de France peut prêter de l'argent ou bien peut utiliser cet argent en attendant que vous en demandiez. D'ailleurs, même si vous demandez, on va à Chamalières, on fabrique quelques billets, on vous verse ça. Si vous demandez 300 milliards, c'est quoi de fabriquer ça en Chamalières? Même les ingénieurs de Nkululu fabriquent les billets. Ils peuvent vous en fabriquer 300 milliards.
Vous voyez un peu. Imaginez-vous alors Chamalières, où on fabrique le franc CFA. Donc, je pense que l'une des révolutions majeures qui reste à l'AES, c'est sortir du franc CFA et créer leur propre monnaie. Mais les ministres, justement, de ces pays de l'AES ont annoncé des travaux qui seraient en cours pour sortir de cette monnaie. Cela ne se fera pas demain, mais c'est en projet quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a trop fait des colloques. On a trop fait des séminaires. Oui. On a trop fait les conférences, les tables rondes, quoi encore? Vous êtes journaliste, vous couvrez tous ces événements-là. Donc, vous voyez qu'on a trop fait tous ces différents éléments-là. Aujourd'hui, nous devons entrer dans un train qui va très vite, à grande vitesse. Okay. C'est-à-dire, le professeur Abou, qui est en France, Nicolas Gbahou, oui, nous dit qu'on sort du franc CFA en 3 jours. Dr Yamtimba nous explique comment on sort du franc CFA. Oui. Aussi facilement. Comment on peut créer un autre style économique. Mais comme on a la plupart des réciteurs de cours, il y a la plupart, comme mon ami Simon aime bien souvent dire, il y a ceux qui étaient à l'école et ceux qui étaient en classe. Parce qu'il y a la différence de ceux qui étaient à l'école et ceux qui étaient en classe. Parce que vous pouvez être en classe, n'est-ce pas, et vous récitez simplement ce que le maître a dit. Mais il y a ceux qui étaient à l'école. Oui. Ceux qui ont appris quelque chose, qui ont retenu quelque chose, qui ont la capacité. C'est-à-dire, au lieu de devenir ingénieur, il devient ingénieux. Vous voyez la différence entre l'ingénieur et l'ingénieux. Voilà. Donc, vous voyez que la plupart de ces choses-là, on a calqué tous les modèles occidentaux et ça nous crée aujourd'hui des freins que nous ne pouvons pas créer des révolutions sur certaines choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis, si les États-Unis sont en train de revenir, n'est-ce pas, par la voie douce, c'est parce que, justement, ils comprennent que le peuple, n'est-ce pas, du Sahel est engagé et déterminé pour atteindre les objectifs qu'il faut. Et donc, j'étais en train de vouloir dire qu'ils ont essayé aussi d'employer des méthodes fortes d'influence. Vous connaissez le général Lanli? C'est un général de l'Africom qui est venu rencontrer le général Tchiani. D'ailleurs, qui est l'un des formateurs du général Tchiani. Parce que c'est eux qui avaient la plupart des formations au niveau, n'est-ce pas, des armées au niveau africain. Donc, c'est eux qui formaient. Le général Lanli était le très grand patron de... Quand les États-Unis ont vu que ça changeait, n'est-ce pas, complètement, on a envoyé le général Lanli avec plusieurs autres diplomates, n'est-ce pas, et militaires là-bas, quand la situation venait justement de commencer au Niger, pour justement aller influencer, n'est-ce pas, le général Abdourahmane Tchiani. Vous savez ce que le général a dit, Abdourahmane Tchiani? Dites-nous. Il n'a pas reçu le général Lanli. Et vous voyez, ça, c'est déjà une annonce. Alors que l'objectif de l'envoi du général Lanli là-bas, c'était justement pour l'influencer, pour lui rappeler que, rappelle-toi de la formation de tel niveau. Pour créer en lui le complexe. Vous voyez un peu? Parce que l'une des choses qui dérange les Africains, c'est le complexe d'infériorité. Et dans la vie, quand vous avez le complexe d'infériorité, vous ne pouvez prendre aucune décision importante. Madame, il faut véritablement que les Africains commencent à regarder ces petits blancs droit dans les yeux, qui ne valent pas grand-chose. Parce que même en matière d'intelligence, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Nous saluons les vacances de Macron. Vous connaissez le scandale qui se passe dans les vacances de Macron. C'était une légère digression, madame. André Christelle Fanga, nous allons terminer avec le Mali, la situation au Mali, concernant évidemment cette tentative de séduction, si on peut l'appeler ainsi, des États-Unis. Cette fois-ci, vers le Mali, Washington promet d'être présent pour les populations maliennes qui font face, on le rappelle, à des inondations très fortes et qui causent plusieurs morts et plusieurs blessés dans le pays. Washington se dit prêt à contribuer à hauteur de 74 millions de dollars pour apporter son aide aux États comme le Mali, mais le Niger également. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, par exemple, peut se tenser de refuser une telle aide face à la difficulté, mais aussi la souffrance des populations dans ces situations qui ne sont
évidemment pas du fait des autorités en place, mais du fait d'intempéries et de mauvaises organisations par le passé. Un adage africain dit qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. D'accord. Cette situation des inondations n'est pas seulement une question malienne ou nigérienne. Plein de pays dans le monde subissent des inondations, subissent ces choses-là. Et tout ça, c'est causé par eux. Parce que si on avait construit de très bonnes infrastructures, par exemple au Niger, vous savez que ceux qui ont construit ça, c'est une société française. Razel, pour ne pas la citer. Il y a plein de sociétés françaises, puis il y a plein de sociétés américaines qui ont gagné des marchés, n'est-ce pas, de l'oduc, de ponts, de barrages et de ceci. Et donc, si aujourd'hui, la plupart des cités sont... Les barrages lâchent, les ponts s'écroulent et tout ça, il y a cette forte pluviométrie, n'est-ce pas, qui fait lâcher ces instruments-là. Ça veut dire qu'au départ, il y a eu mauvaise construction. Venons dans le cas où je connais le plus, par exemple, au Cameroun, à Douala. Le contrat C2D de la ville de Douala a obtenu un financement de la construction du deuxième pont sur le Vouri. Vous avez déjà vu un pont qui s'inonde? Un pont qui est censé nous sauver des inondations. C'est ce pont plutôt qui s'inonde. Mais c'est le contrat C2D qui nous a construit ce pont. Et en plus de ça, plus grave, en dehors de ce pont qui se noie, on a posé un pont sur un pont. Voilà le contrat C2D de la France. Voilà le contrat de développement des endettements. Parce que le contrat C2D, c'est contrat des endettements, n'est-ce pas, développement. Donc voilà leur développement qu'ils nous ont apporté. C'est-à-dire construire un pont sur un pont qui ne finit pas d'abord les embouteillages. Nous savons tous que Deido, Bonaberi, c'est la catastrophe, malgré la construction du deuxième pont. Sans compter les inondations sur le pont. Donc vous voyez que dans la logique de ces contrats C2D et de cette situation au Niger, au Mali, c'est la plupart des sociétés françaises, n'est-ce pas, qui les ont construits et qui les ont mal construits. C'est eux qui ont apporté les financements de ces projets-là. Soi-disant, c'est l'aide au développement, c'est le crédit, c'est d'ailleurs il n'y a jamais eu d'aide. Parce que la vérité, c'est que c'est des emprunts transformés, soi-disant, en aide. Et donc, la plupart, c'est les sociétés françaises encore qui regagnent tous ces marchés-là et qui repartent encore avec l'argent. Et nous, on reste avec la dette derrière pour payer. Donc, vous voyez que la situation aujourd'hui des États-Unis qui veulent apporter le soutien, n'est-ce pas, au Mali et au Niger, n'est que de la poudre aux yeux. C'est pour essayer, n'est-ce pas, de faire croire que non, ils sont compatissants. Parce que s'ils étaient compatissants, au lieu de construire cette base hyper importante des drones à Agadez, au Niger, Oui. au lieu que la France, par exemple, exploite l'uranium au travers de sa société Orano ou Areva, ancien Areva, il devait. Vous savez que Paris est éclairé à 60% grâce à l'uranium du Niger. Et au Niger, on vit du rationnement de l'électricité. C'est-à-dire, on donne dans telle ville aujourd'hui, tel village, on attend encore une semaine pour leur envoyer encore l'électricité. Et d'ailleurs, la plupart de cette électricité-là sort du Nigeria. C'est le Nigeria qui vend l'électricité encore, malgré que le Nigeria lui-même a les problèmes d'électricité. Et donc, vous voyez que ces gens, s'ils avaient le souci de développement, s'ils avaient le souci de l'aide, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'ancien chancelier allemand Edmond Kohl l'avait dit, faites tout pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Nous, l'Europe, nous devons nous battre pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Parce que si l'Afrique s'industrialise, c'est la mort de l'Europe. Parce qu'ils savent que si l'Afrique devient industrielle, alors nous ne serons plus ce dépotoir. D'ailleurs, vous voyez, Bonaberi, c'est le dépotoir. Suivez mon regard.
tous les quartiers maintenant, c'est des dépotoirs. C'est les ramassis de l'Europe qu'on vient verser. D'ailleurs, les menuiseries sont en train de fermer. Plein de choses sont en train de fermer parce que vous allez... D'ailleurs, même dans les lions indomptables, il y a les brocantes. Donc, on nous remplit de brocantes en Afrique. Donc, on enlève tout. Donc, pour simplement vous dire que s'ils nous aimaient, véritablement, si les États-Unis aiment les peuples du Niger, du Mali, comme ils disent là, ils promettent de l'argent, ils doivent construire des infrastructures qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de ne plus avoir ce genre de situation. Il y a des capacités. Mais je pense que, comme je l'ai dit dès le départ, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Les Maliens doivent supporter une situation pareille jusqu'à ce qu'ils soient... C'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent refuser cet argent. Et pour opter pour quelle solution? Déjà, on constate que les pays africains, eux, ne se sont pas levés d'une seule voix pour proposer au Mali ou encore au Niger des aides face à cette situation d'inondation, par exemple. Quel pays? Les pays africains. Quel pays? Dans votre tête, vous pensez à quel pays pour venir à l'aide à l'AS? Je ne sais pas, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est des pays? C'est pas des pays africains. Qu'est-ce que c'est, André Christel? Mais c'est pas des pays africains, madame. Bon, c'est des pays africains, mais qu'on a mis des dirigeants blancs. Ah oui? Parce que Ouattara, c'est un Américain. Talon, c'est un Français. C'est juste que c'est... Et les Sénégalais? C'est des blancs à la peau noire. Bon, je les observe encore. D'accord, André Christel. Parce qu'il y a une chose que je me suis dit dans mon esprit et dans mon cœur. Je me suis battu pour que Diomaye Faye et Sonko arrivent au pouvoir. Et aujourd'hui, vous êtes déçu, Je ne suis pas encore déçu. Ah, d'accord. Vous êtes sur le point d'être déçu. Je suis encore très, très regardant. D'accord. Et comme je dis toujours, je ne veux pas abandonner mes efforts, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'on récupère, n'est-ce pas, notre trophée de guerre. Parce que nous avons bataillé pour obtenir cette victoire, n'est-ce pas, de Diomaye Faye et de Sonko. Donc je ne perds pas encore espoir. Il y a encore le temps. On va voir. Okay. On les observe. 100 jours sont déjà passés, mais on les observe. Mais on les tient. On les a à l'œil. Vous savez, il y a toujours eu des corrections. Vous vous rappelez? Il y a eu correction au Burkina Faso. Oui. Avec Damiba, qui a été chassé, qui a été renversé. Un renverseur renversé. Il y a eu correction au Mali. Entre Bandao et l'autre, vous l'appelez, l'autre qui est aussi parti là. Le colonel Bandao et tout. Bon, Assimi Goïta est arrivé. Donc, vous voyez qu'il y a toujours eu des corrections. Donc, nous savons tous qu'aujourd'hui, la révolution mérite des sacrifices. Je suivais encore l'histoire de Castro, Fidel Castro, au Cuba. C'était... La guérilla s'est mise en place. Ils ont souffert. Ils ont bataillé. Les populations ont souffert. Mais à la fin, aujourd'hui, par exemple, le système de santé cubain est l'un des meilleurs au monde. Cuba a les meilleurs médecins aujourd'hui du monde. D'ailleurs, même l'Europe, quand l'Europe s'est retrouvée en difficulté, quand ils assassinaient les vieux sur le couvert du Covid, ils ont fait appel aux médecins cubains pour venir leur aider. Vous voyez un peu où la révolution peut amener. En fait, c'est dans les temps durs qui créent les hommes durs pour affronter les situations dures. Et donc, si les Maliens, en ce moment où les choses sont dures, ça ne crée pas des hommes durs, capables. Et d'ailleurs, nous avons appris dans la révolution. Dans la révolution, il faut être prêt à dormir 3 jours affamés, 4 jours, 5 jours sans manger, sans vous laver, sans brosser les dents. Si vous voulez être un mannequin, n'entrez pas dans la révolution. Merci André Christel Fanga. Voilà donc comment nous avons essayé dans cette émission de revenir sur les attitudes de Washington aujourd'hui qui semble vouloir tendre la main absolument, coûte que vaille, au Niger et puis au Mali par exemple. Rappeler, Madame Madone, oui, allez-y. C'est les États-Unis qui menaient la vie dure à Cuba. C'est les États-Unis qui voulaient renverser Fidel Castro, qui avait tout mis en place, n'est-ce pas,
pour que Castro n'arrive même pas d'abord au pouvoir et que même quand il est arrivé au pouvoir, qu'il ne puisse pas gouverner. Cuba a toujours été sous embargo pendant longtemps. Vous voyez un peu? Ils ne pouvaient pas vendre son pétrole, ils ne pouvaient rien vendre. Mais ils ont décidé qu'ils sont dans la révolution jusqu'à ce que ça produise ce que ça produit aujourd'hui. Je pense que ça, c'est des leçons que les Africains doivent apprendre. En fait, nous devons être des historiens du passé pour mieux affronter, n'est-ce pas, le présent et le futur qui arrive devant nous. Si nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas un peu d'histoire. D'ailleurs, pour que le Cameroun soit cette terre de la révolution africaine. Parce qu'il faut le dire, la terre du Cameroun, c'est la terre de la révolution. Aujourd'hui, si la révolution africaine, le panafricanisme est en train de prendre son envol en Afrique et dans le monde, c'est parce que justement le Cameroun s'est porté garant, n'est-ce pas, pour dire que nous allons défendre cette cause panafricaine, cette unité-là, cette vraie africanité, qui n'a rien à voir avec des concepts oiseaux sortis de l'Occident. C'est parce qu'au Cameroun, il y a eu des hommes qui ont semé, n'est-ce pas, cette semence de la révolution. Face au bal, il n'y a que 2 pays qui ont obtenu leur indépendance par la guerre. Le Cameroun et l'Algérie. En Afrique. Les autres, c'est des bouts de papier qu'on les a distribués. Donc, ce n'est pas des pays de la révolution. Le Cameroun a bataillé. Vous vous rappelez des massacres au Napalm, à l'ouest du Cameroun, en pays Bassa et un peu de partout. Ces massacres en pays Ewondo et un peu de partout. Et d'ailleurs, la révolution n'a même pas commencé dans les années 60, 52-60. Vous voyez un peu, c'est là où il y avait ces guerres fratricides. En 1800, nous avons déjà des grands rois au Cameroun, n'est-ce pas, qui bataillaient déjà contre l'imposition allemande. On parle là de Rodolphe Douala Mangabel, on parle là de Martin-Paul Samba, on parle là de Madola, on parle de ces grands, n'est-ce pas, Ndélé et tous ces grands révolutionnaires camerounais dans les années 1800. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Donc, les batailles du Cameroun sont lointaines et donc nous sommes fiers aujourd'hui de continuer ce combat-là pour la libération de notre continent. Les États-Unis, il ne faut rien attendre d'eux parce que c'est les Yankees. Vous connaissez les Yankees? Merci, madame. Merci André Christelle Fanga. Vous avez donné là votre point de vue. Est-ce que c'est votre ultime point de vue sur la question? Merci en tout cas. Nous sommes donc revenus sur les relations qui existent aujourd'hui entre le Mali et les États-Unis, sans oublier le Niger et les États-Unis. On rappelle que le Niger surtout a frappé du poing sur la table face aux États-Unis en demandant le retrait. D'ailleurs, les dernières troupes ont quitté le Niger il y a de cela 1 mois et demi par là. Et aujourd'hui, les États-Unis reviennent quand même sur les coopérations sur le plan sécuritaire et autres avec le Niger dans le but de remodeler les relations. Peut-être un mot de fin sur la question, les États-Unis peuvent-ils réellement remodeler leurs relations avec le Niger? Partons du postulat selon lequel le Niger aujourd'hui lutte pour sa souveraineté. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas. Rien ne pourra donc changer dans ces relations. Ce ne sera jamais des relations gagnant-gagnant, comme le disent aujourd'hui ces autorités du Mali, du Niger ou du Burkina Faso. Je pense qu'il faut savoir faire les choses. Les États-Unis n'ont jamais négocié. Ils n'ont jamais appris à négocier. Ils sont là pour des influences malsaines parce que en venant même à la rencontre de ces autorités-là, si ils sont reçus par le général Tchané, ne soyez pas surpris que 6 mois après, peut-être ils meurent. Parce qu'ils viennent avec tous les éléments. Savez-vous qu'un célèbre journaliste avait empoisonné l'un des révolutionnaires camerounais au travers d'un micro en lui posant les questions? Le célèbre journaliste Béchel, en Belgique. Vous voyez, donc c'est tant de choses. Donc, madame, dans les relations, dans la révolution, il faut savoir rester catégorique et ferme. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'Africains, de pays et de certains leaders, d'être fermes dans leur position. Les États-Unis ne peuvent pas changer leur modèle. Aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Donc, ils essayent, n'est-ce pas, d'endormir. C'est la technique de l'endormissement. C'est-à-dire, on fait semblant de venir vous aider, alors qu'en réalité, on est là pour justement tout prendre. Et s'ils cèdent, le Niger cède un peu, ils vont prendre tout l'espace, ils vont se repositionner normalement plus que jamais pour empêcher la Russie d'avancer. Donc,
véritablement ne même pas penser à coopérer actuellement avec les États-Unis parce que ce n'est pas un pays fiable. Il y a d'autres pôles de développement, hein, parce qu'aujourd'hui, le développement, les gens ont été focalisés sur une seule route, n'est-ce pas, pour les partenariats. Ce qu'on appelait les partenaires traditionnels. Traditionnels. Alors que les partenaires traditionnels ne sont plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Le monde unipolaire n'est plus le monde central. Aujourd'hui, il y a maintenant le monde multipolaire qui s'est déjà élargi. Et en dehors du monde multipolaire, il y a d'autres États, n'est-ce pas, qui font leur politique en douce. Vous voyez un peu, qui font leur politique en douce, qui n'ont pas besoin de faire trop de bruit, n'est-ce pas, pour faire, par exemple, la Turquie. La Turquie ne fait pas de très grand bruit, mais les partenariats avec la Turquie, par exemple, produisent de très bons fruits. Le stade où M. Joseph Bell nous a dit que c'est quasiment impossible de jouer. L'ONIES, vous connaissez l'ONIES, non? C'est une organisation créée au Cameroun pour gérer les stades. Ça a été construit par les Turcs. L'un des plus beaux stades d'Afrique, n'est-ce pas, le stade de Japoma. Mais on nous dit que, bon, ce n'est plus valable, mais c'est passé. On est déjà à autre chose. On a quand même joué à Garoua, où on avait dit qu'il fallait un mois pour attendre. Ce sont les jours de pluie. Non, pas seulement. Donc, pour dire que la Turquie est un partenaire qui peut, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, certains États. D'ailleurs, nous les voyons un peu de partout aujourd'hui, qui ont une diplomatie un peu plus douce, qui n'ont pas, vous savez, qui sont à cheval entre l'Europe et l'Asie. Donc voilà, c'est des partenaires. L'Inde, le Brésil et tous ces gens-là, bon, ils sont déjà dans les BRICS, mais c'est aussi des partenaires fiables qui peuvent, n'est-ce pas, apporter une expertise pour justement développer la plupart de nos États. Et donc, on peut nouer des partenariats sans avoir besoin des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et tout le reste, j'en passe. Ok, merci infiniment à vous, André Christelle Fanga. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de cette émission Regard panafricain. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec d'autres actualités. On rappelle quand même que nous discutions de cette nouvelle démarche des États-Unis dans le Sahel avec pour but de proposer une relation New Look aux États du Sahel, à savoir le Mali et le Niger pour l'heure. Nous y reviendrons forcément dans nos autres éditions, soit Regard panafricain, soit d'autres programmes, car l'information, elle avance. Merci à vous, André Christelle, et à très bientôt sur For You Radio. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Disposé, disponible, toujours. En temps et en heure. Guerrier toujours d'appoint. Merci infiniment à vous également qui nous avez écoutés et regardés sur nos plateformes internet For You Media Africa. Merci à Kelly qui était à la mise en onde de ce programme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Regard panafricain. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Niamey.